Bien, pour compléter la question 4, donc vous aurez remarqué aussi la répétition de ces trois derniers vers, qui donc montre la répétition infinie d'un processus, hein. Du coup, il n'apparaît plus sans aucune gravité. On passe à la question 5. On vous demande d'observer les trois passages qui contiennent des énumérations d'objets. Donc c'est à vous de les trouver, mais enfin les énumérations sont claires. Il s'agit de ce passage-là et ce passage-là. On vous demande de quel type d'objet il s'agit et que sont-ils supposés apporter. Alors, il suffit d'observer l'énumération pour voir les types d'objets. Donc, si on regarde cette énumération-là, le frigidaire, le scooter, l'atomixeur, la cuisinière, le frigidaire, l'évier en fer, les faces poussières, le chauffe-savate, etc. On remarque qu'à chaque fois, ce sont des produits qui sont associés à des technologies modernes, attention à la date du texte, et principalement des biens d'équipement associés à la maison qui sont supposés faciliter la vie quotidienne. À noter que évidemment les travaux ménagers incombent à la femme dans ce système. Alors qu'est-ce qu'ils sont censés apporter? Eh bien le bonheur, et nous serons heureux. Évidemment, on est lié à cette idée que désormais le bonheur est associé à la possession d'objets qui facilitent l'existence. Bien, question 6. Quel rôle les objets jouent-ils dans la relation homme-femme? À vous d'aller à ce moment-là pour cette question, trouver les passages pertinents. À chaque fois, ce qui va vous aider, c'est ces vers-là. Agudule, viens m'embrasser, je te donnerai. Agudule, excuse-toi et je reprends tout ça. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, tout simplement parce que c'est là qu'apparaissent les pronoms je et te, où il y a une relation de couple. Alors, on voit que d'abord, les objets sont une monnaie d'échange. C'est comme un appât pour attirer la compagne. Vous voyez que c'est assez curieux de demander à l'autre, sous le mode de l'injonction, une marque de tendresse, en échange duquel on va donner des objets, puisque la liste suit. Sur le suivant, à Gudule, excuse-toi, où je reprends tout ça, on va dire que la relation se corse, puisque là, tout d'un coup, il y a une sorte de chantage qui s'exerce. Euh, donc cette monnaie d'échange, attention, peut être reprise, où je reprends tout ça. Les objets sont donc simplement des prêts, ils sont soumis à conditions, c'est pas des dons réels, et l'homme s'insinue bien en propriétaire de ces objets. On voit l'évolution, ici c'est un frigidaire, une cuisinière, un bel aérateur, nous serons heureux, il y a encore un couple, ces objets semblent appartenir aux deux, et là tout d'un coup, on a le déterminant possessif, mon frigidaire, mon évier, ça devient la propriété exclusive de l'homme qui les a achetés, et il en reste le propriétaire. Alors enfin, les objets semblent remplacer même la compagne, puisque l'homme lui confie leur sort. Eh bien oui, c'est le problème, c'est que il facilite tellement la vie et la femme est tellement dévolue simplement à la tâche domestique que pourquoi s'encombrer d'une femme, puisque on a des objets, des robots qui permettent de la remplacer dans le confort habituel. Vous voyez le cynisme et la critique qu'il peut y avoir derrière. Alors, question 7. Comment la fantaisie verbale souligne-t-elle la profusion d'objets? Quelle cible est ainsi visée et quelle critique lui est adressée? Donc, vous avez l'habitude maintenant, on a donc trois questions. Simplement, la première question n'est pas forcément très claire dans sa formulation pour vous, donc là encore, un réflexe, je clarifie la question. Fantaisie verbale, alors, donc on a verbal, ça suppose les mots qui sont utilisés. Fantaisie, en quoi est-ce que les mots sont fantaisistes et en quoi souligne-t-il la profusion d'objets? Bon, ça on l'a vu à la première lecture. Fantaisie verbale, on a effectivement des mots qui sont inventés, ça s'appelle des néologismes. On remarque notamment ici le cirgodas, le repasse-limace, le tabouret à glace, le chasse-filou. Ils jouent sur les mots composés pour inventer des choses qui n'existent pas. Comment est-ce que ça souligne la profusion d'objets? Eh bien simplement, au fur et à mesure du texte, on voit que l'énumération tourne à la rigolade, on va le dire comme ça, et que donc tous ces néologismes et ces inventions montrent qu'il s'agit de choses fantaisistes.
Alors pour la cible et la critique, bah, c'est bien évidemment la société de consommation, là encore, qui est visée. Pourquoi? Parce qu'elle invente des objets superflus, hein. On voit que on doute de l'utilité de tous ces objets totalement alambiqués, et pourtant on cherche à les acquérir, et cela n'a pas de fin. Alors ensuite, question 8, analyser la formulation des vers 9 et 28. On va donc observer ces vers-là et ces vers-là. On vous demande d'analyser la formulation. Bienvenue sur la passerelle via la seconde. Alors, analyser la formulation, ça veut dire qu'on va regarder chaque vers et on va s'interroger sur la manière dont ils sont formulés. Ah, Gudule, viens m'embrasser, je te donnerai. Ah, Gudule, excuse-toi, je reprends tout ça. Qu'est-ce qu'on remarque? Chaque vers commence par cette interjection. Ah, Gudule, le prénom, hein, qu'on a déjà commenté, qui fait étrangement écho à Bidule. Viens m'embrasser, excuse-toi. On remarque qu'à chaque fois, il y a deux verbes au présent de l'impératif. Donc ça suppose qu'il y a une injonction, un ordre de la part de celui qui le formule. Et je te donnerai, donc là on voit qu'il y a une forme de chantage, alors c'est assez curieux quand même, en échange d'une marque d'affection, on promet la possession d'objets. Déjà, ça interpelle. Là, il y a une évolution plutôt inquiétante. Excuse-toi, là l'injonction est un petit peu différente puisque l'homme demande à la femme de reconnaître ses torts sans examiner s'il peut en avoir lui-même. Et il y a clairement le chantage avec le ou. Je reprends tout ça. C'est-à-dire que là, le chantage est lié à la possession des objets. Dans les deux cas, on a de toute façon un chantage ou une menace qui est exercée sur l'autre, tantôt pour séduire ou pour obtenir sa soumission. Donc on voit que les relations amoureuses ici ne sont pas du tout libres ni gratuites, hein, il ne s'agit plus de sentiments, c'est juste remplacé par une sorte de tractation où chacun, et surtout l'homme, va viser son intérêt personnel. Alors, question 9, que révèle la formulation la ficelle dehors concernant le statut de la compagne? Attention, il y a une erreur dans le sujet, ce n'est pas on la ficelle dehors, mais on la fiche dehors. Alors, peu importe, hein, dans les deux cas, j'espère que vous avez en tout cas rétabli l'énoncé correct. Dans les deux cas, on voit qu'on a l'utilisation d'un mot familier qui, du coup, souligne la violence de ce qui est exercé sur la femme, hein, puisqu'il s'agit manu militari de la mettre dehors à partir du moment où elle ne s'est pas montrée soumise, hein, si la belle se montre encore rebelle. Donc on voit là encore le rapport à la femme, qui est un rapport quasi esclavagiste, hein, et extrêmement choquant. Donc ici, la femme est en quelque sorte mise au rebut, on l'affiche dehors, et ça rappelle effectivement le prénom Gudule, hein, que j'ai déjà commenté, qui évoque irrésistiblement Bidule, façon de signifier que son prénom et son existence n'a pas beaucoup d'importance, elle est interchangeable, hein, ces trucs, Bidule, machin chouette, c'est une sorte d'objet interchangeable, remplaçable. Donc c'est un geste là qu'il assimile à une sorte de poubelle. Alors, question 10, comment la violence cachée de la société des rapports humains est-elle suggérée? Appuyez-vous sur le lexique pour répondre. Si on vous parle de lexique, on vous parle de vocabulaire. Donc, l'objectif est de chercher la violence qui peut être cachée dans la société des rapports humains. À ce stade de la lecture du texte, hein, là encore, la question ne doit pas vous surprendre. Alors, si on regarde effectivement dans notamment ici les accumulations, on voit qu'on a un champ lexical de la violence qui apparaît et qui s'amplifie au fur et à mesure du texte. Au départ, on a pistolet déjà qui peut éventuellement nous interpeller, mais surtout après, on va avoir le chasse-filou, on va avoir le ratatine ordure, le coupe-friture, on a l'impression qu'on passe l'arme à feu à l'arme blanche. Ici, on a le canon à patates, les ventres tomates, l'écorche poulet. Vous voyez que dans ces noms composés, on a des verbes qui sont liés quand même à chaque fois à une action extrêmement violente qui sont exercées sur les choses. Alors, le niveau de langue familier renforce cette impression de brutalité. On a bouffé, godasse, repasse limace, etc. Alors, quant au rapport en couple,
bah, il révèle un rapport de pouvoir, hein, clairement. On a déjà évoqué le chantage, la menace, et puis après l'éviction manu militari, hein, où on met la femme dehors. Donc on voit que la société de consommation conduit non seulement une attitude consumériste, hein, il s'agit de consommer, mais aussi à un rapport consumériste à l'autre, ce qui doit là engager votre propre réflexion. Alors sur la question bilan, on vous demande, on fait de l'humour soit en traitant de façon légère ce qui est grave, soit en traitant avec gravité ce qui est sans importance. Dites quelle option choisit Boris Vian et faites la liste des moyens qu'il utilise. Bon, il s'agit pas de choisir, là en l'occurrence il fait les deux, il joue sur les deux registres de l'humour, c'est-à-dire qu'il fait de l'humour en traitant de façon légère ce qui est grave, et il traite avec gravité ce qui est sans importance. Évidemment, il donne une place majeure à des objets qui paraissent totalement superflus, mais à l'inverse, il présente avec beaucoup de légèreté des relations amoureuses où on a vu que en fait elles masquaient une violence extrême. Donc les moyens utilisés, bah, ça va être le néologisme, l'inventivité verbale, l'accumulation, les jeux de rythme, l'opposition entre hier et aujourd'hui, qui renforce l'humour d'une chanson, mais d'une chanson qui nous alerte quand même sur certaines dérives. Alors c'est intéressant quand même de remarquer aujourd'hui hein, ce que les échos que peut avoir le texte. Je pense notamment aux réseaux sociaux, où finalement ça ne pose de problème à personne de se vendre soi-même comme une sorte de marchandise. On fait sa publicité comme on ferait celle d'un frigidaire, et où chacun va faire ses courses en choisissant dans les rayonnages, au milieu des photos et des profils. Voilà, petit clin d'œil pour montrer que Boris Vian a quand même une intuition qu'on peut souligner et admirer en 1955 et qui nous amène, nous, à réviser notre rapport à l'objet et notre rapport à l'autre.